Qu'est-ce qu'on peut faire passer dans les dépenses de société? Qu'est-ce qui passe en fait pour un marchand? Ça tracasse tous les créateurs d'entreprises. Est-ce que je peux acheter un véhicule dans ma société ou est-ce que je dois faire des indemnités kilométriques? Est-ce que ça peut être intéressant de domicilier sa boîte dans une commune dont on sait qu'elle applique une CFE plancher extrêmement basse? En voulant grappiller peut-être avec 400 balles par mois, on peut se retrouver avec des gros enjeux derrière. Je connais un marchand qui avait un contrôle URSSAF et lui, ils lui ont dit « Vous payez une ligne de téléphone là avec la boîte ». « Ah oui, je m'en sers tous les jours pour l'entreprise ». « Ah oui monsieur, mais vous passez aussi vos appels perso avec ». Ils ont aussi des obligations de résultats. Donc venir pour aller chercher 3 francs 6 sous, pour eux, c'est rien. Ils vont chercher les gros poissons où tout de suite on va parler de 50, 60 000 euros. Là, ils savent que leur temps passé, il a été remboursé. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la mini-série de la MDB Academy consacrée à la fiscalité du marchand de biens. J'ai le plaisir de recevoir à nouveau Maxime Pêche et Guillaume Paur du cabinet Only Compta. Bonjour messieurs. Bonjour Yannick. Bonjour Yannick. Merci de me recevoir et nous parlons aujourd'hui de l'imposition, en tout cas de tous les régimes d'imposition du marchand de biens. Donc dans cet épisode, on va parler vraiment de la fiscalité au sens pur et dur, c'est-à-dire la fiscalité des revenus, dans lequel on va voir un petit peu comment un marchand de biens est imposé, tous les sujets d'IS, les sujets de TVA aussi, c'est-à-dire vraiment la partie imposition au sens large. Donc il va y avoir pas mal de valeurs, ça va être un épisode assez technique, on va essayer quand même de donner quelques anecdotes, des exemples concrets pour que ce soit pas purement théorique, mais en tout cas il va y avoir beaucoup de valeurs dans cet épisode. Et juste si vous aviez raté le premier, pour vous rappeler qui sont Guillaume et Maxime, sont des experts comptables, Guillaume est commissaire aux comptes également, et qui gèrent la comptabilité non seulement de ma société, de mon activité de marchand de biens, mais toutes les sociétés que je gère, et ce depuis 2015. Et qui accessoirement aussi nous accompagnent sur les formations de la MDB Academy depuis 2019. Exactement, depuis le début. Les early adopters de la MDB Academy. Les tout premiers. Et donc, pour ceux qui connaissent mon niveau d'exigence, si on continue de bosser ensemble, c'est qu'en face, il y a vraiment du niveau, que ce soit technique ou humain. Aujourd'hui, donc, on parle de fiscalité un petit peu au sens large. Et la grande question, c'est comment est imposé un marchand de biens et de quelle fiscalité va relever une activité de marchand de biens. Eh bien, le marchand de biens va relever d'une fiscalité qui va être globalement la même pour toutes les structures. Nous, celle qu'on préconise, c'est l'impôt société. Je reviens dessus dans une petite seconde pour expliquer pourquoi. On a un autre régime d'imposition qui existe, c'est l'impôt revenu. Ça existe, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une SARL qui est imposée à l'impôt revenu, mais c'est pas du tout pertinent dans la logique marchand de biens parce qu'en fait, on va considérer que tout le revenu est distribué. Donc quand on est dans une logique d'accumuler de l'argent et de le réinvestir, de pas tout sortir, en fait on se fait matraquer. Donc pour moi, l'impôt revenu, ça existe, mais c'est vraiment une mauvaise idée sur ce métier marchand de biens. Donc il va nous rester l'IS, l'impôt société, qui va être un régime où on va partir de ce qu'on a encaissé, donc le chiffre d'affaires, les ventes. On va enlever tout ce que ça a coûté de faire tourner l'activité, donc l'achat du bien immobilier, tous les frais annexes, les frais de fonctionnement, tout ce qui va être nécessaire pour faire tourner la boîte. On va arriver à un résultat. Donc un résultat, c'est ce que j'ai gagné ou ce que j'ai perdu. Et c'est ce résultat qui va être imposé. Soit 15%, un taux réduit jusqu'à 42 500 euros de bénéfice, soit 25% pour la suite. Donc ça veut dire qu'au maximum, on va payer 25% d'impôt. Et le reste va être utilisable pour réinvestir, pour garder dans la société et pour être réutilisé pour les prochaines OP. Alors ça, c'est l'impôt sur les sociétés, donc très clair. Mais il y a aussi, et Guillaume en avait touché 2 mots dans le premier épisode, toute une flopée comme ça, une ribambelle de petits impôts qui passent un peu en dessous du radar, mais qui finissent par vraiment s'accumuler et faire très mal. Des petits impôts comme ça avec des acronymes sympas qui viennent aussi se rajouter à l'impôt sur les sociétés. Oui, tout à fait. Alors on peut citer quelques-uns. Les plus fréquents et ceux qu'on va retrouver dans toutes les activités, on va avoir la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises. C'est globalement la taxe d'habitation pour une entreprise. C'est-à-dire que quand on crée une activité, on a un siège social et ce siège social, il va générer une CFE. On ne la paye pas sur la première année d'activité, c'est pour ça que l'on peut avoir une petite optimisation à faire pour justement privilégier plutôt une création de société après le 1er janvier et non avant le 1er janvier, parce qu'on en est exonéré la première année civile. Donc si on se crée au mois de décembre, on est exonéré sur 1 mois, alors que si on se crée au mois de janvier, on est exonéré sur 12 mois. Donc ça va être la CFE, et la CFE, elle va dépendre globalement de la commune dans laquelle on habite, puisqu'elle est votée chaque année par les communes.
Et elle va varier entre 200 et 2000 euros. Ça, c'est le montant de la cotisation minimum, parce que très régulièrement, un marchand de biens va avoir un siège social qui va correspondre à son domicile, à une simple boîte postale, à un petit bureau de 9 mètres carrés, et donc il va avoir une cotisation minimum. Et la cotisation minimum, chaque commune est libre de pouvoir la fixer entre 200 et 2000 euros, et parfois elle met des paliers en fonction du chiffre d'affaires. Est-ce que c'est... Alors attends, juste avant que tu bascules sur la deuxième, est-ce que ça peut être intéressant d'ouvrir sa boîte, ou en tout cas de domicilier sa boîte dans un endroit un peu une zone franche ou une commune dont on sait qu'elle applique une CFE plancher extrêmement basse? Alors oui, on pourrait éventuellement domicilier sa entreprise dans des communes effectivement où on sait que la CFE peut être basse, mais attention, le budget de la commune il est voté chaque année. Donc c'est pas parce que les 3 dernières années cette CFE a été basse qu'elle va l'être encore sur les années à venir. Moi, j'ai eu le cas sur une région, la région lyonnaise, sur une commune qui était dans la périphérie lyonnaise, qui proposait justement une exonération de CFE en dessous de certains seuils pendant 2 années, et qui après s'est retrouvée à mettre une cotisation qui était extrêmement élevée par rapport aux autres communes aux alentours. Mais une fois qu'on a domicilié son entreprise là-bas, c'est compliqué après de la ressortir et de la mettre ailleurs. On peut toujours le faire, mais ça représente des coûts parfois bien plus élevés que la simple cotisation foncière que l'on essaie d'optimiser. Ça reste des budgets quand même qui sont acceptables. On est souvent entre 500 et 1000 euros pour une cotisation foncière des entreprises. Donc tu recommandes tout simplement de domicilier l'activité chez soi, avec un bureau de 9 mètres carrés déclaré, donc on est sur une CFE, cotisation minimale. Ok. Ensuite, on va avoir la CVAE. Donc ça, c'est une taxe que l'on va payer en fonction de la valeur ajoutée de l'entreprise, donc c'est-à-dire de sa rentabilité. Et elle s'enclenche lorsque l'on va dépasser 500 000 euros de chiffre d'affaires. Donc là aussi, c'est pas une taxe qui va être extrêmement importante, mais elle vient se cumuler avec la CFE, et tout ça va former une taxe unique qu'on appelle la CET, la contribution économique territoriale. Donc on a beaucoup d'acronymes, c'est assez compliqué, mais ça c'est l'administration fiscale qui aime bien effectivement créer des taxes dans tous les sens, ou en tout cas en supprimer pour en remplacer par des nouvelles, parce que tout ça avant c'était la taxe professionnelle qui a été supprimée pour être divisée en 2 nouvelles taxes. C'est plus facile de faire des hausses quand il y a plein de... Exactement. C'est tout à fait ça. En fait, après, c'est plus facile d'augmenter impôt par impôt, effectivement, individuellement, parce qu'au final, c'est comme si on revenait à augmenter une seule et unique grosse taxe. On va avoir bien sûr l'impôt sur les sociétés, dont Maxime a parlé, avec une double tranche, 15% jusqu'à 42 500 euros de bénéfices, et puis au-delà, on va payer les 25% d'impôt sur les sociétés. Ce sont, globalement, les impôts les plus fréquents que l'on va rencontrer, et la TVA, qui est l'enjeu. Alors, ce n'est pas une taxe pour l'administration fiscale, c'est un impôt sur la consommation, d'accord? Donc ça peut être neutre dans certaines activités, sauf que pour les marchands de biens, on est souvent sur des activités qui sont non soumises à la TVA, donc ce n'est pas totalement neutre, effectivement, pour un marchand de biens. Et on va y venir au sujet de la TVA, rassurez-vous, je sais que ça inquiète énormément de personnes, et ça vous passionne au-delà de ma compréhension, et donc on va en parler, mais on va rentrer un peu dans tous ces sujets. Pour revenir sur la cotisation foncière des entreprises, il y a des personnes qui se disent moi ce que je vais faire, c'est que je vais me verser plutôt que de prendre un salaire, je vais me verser un loyer. Donc ils se disent ma société de marchand, je la domicilie chez moi et je vais charger un peu, comme ça va créer une charge en fait sur l'entreprise et ça va me permettre de sortir du cash. Est-ce que ça c'est une bonne ou une mauvaise idée? Alors, ça peut être une bonne idée, mais il faut le faire, encore une fois, de manière logique et cohérente. C'est-à-dire qu'il faut un document juridique, une convention d'occupation, il faut bien expliquer comment ça marche, quelle est la superficie que je mets à dispo, qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce qu'il y a un bureau, est-ce que c'est tout l'appartement. Il faut que ça soit cohérent avec l'activité. Si par exemple, je prends mon appartement, le seul que j'ai, que je le mets à dispo de ma société dans son ensemble, c'est incohérent parce que du coup, j'habiterai dans mes locaux pro et donc il y a des mécanismes pour contrebalancer ça d'un point de vue fiscal pour éviter que j'optimise de manière trop agressive parce qu'en fait, c'est déconnant par rapport à la réalité. Donc il y a cette partie-là et après, il y a éventuellement d'autres enjeux si on pousse. Je vais reprendre l'exemple du local qui est loué à 100%. Si jamais j'en suis propriétaire, le jour où je le vends, mon exonération de résidence principale, elle peut sauter parce qu'en fait, c'était des locaux pro. Et donc en fait, en voulant grappiller peut-être 400 balles par mois, qui en plus sont pas vraiment grappillés, parce que si on fait les choses mieux en le déclarant en revenu locatif, on peut se retrouver avec des gros enjeux derrière. Donc voilà, oui on peut le faire, mais c'est pas forcément une très grosse rentabilité, et surtout il faut le faire de manière très encadrée. Globalement, un marchand de biens, il peut difficilement justifier avoir une occupation chez soi de plus de 9 mètres carrés. C'est-à-dire que vous n'avez pas une activité marchand de biens dans laquelle vous avez besoin d'avoir des locaux, de recevoir du public, d'avoir de l'archivage à outrance, d'avoir un stock important. 9 mètres carrés, ça correspond à une pièce, c'est tout à fait légitime. Donc le loyer correspondant à ces 9 mètres carrés doit correspondre à un loyer de marché. On ne peut pas mettre 4 000 euros pour les 9 mètres carrés.
C'est pas possible. 4 000 € par mois, ça ne marcherait pas. Par contre, 4 000 € par an, en fonction des communes, etc., là, ça peut plus se justifier. Donc, en fait, on va chercher des petites économies de bout de chandelle pour pouvoir baisser son impôt sur les sociétés. Et comme l'a précisé Maxime, derrière, il faut le déclarer à l'impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers. Parce que c'est comme si on était justement un propriétaire qui perçoit un loyer, et donc dans ce cas-là, c'est du revenu foncier. Donc ce que l'on va baisser d'un côté à 25%, on va le repayer de l'autre, et là, cette fois-ci, on va le payer à 17,2 plus les 19, et ça va coûter effectivement parfois bien plus cher. Ouais, c'est donc en fait ce qui paraît être une bonne idée quand on croit pouvoir optimiser, etc. Au final, on tombe dans des montages qui sont un peu alambiqués, en se disant, au final, pour économiser 200 balles par an, voire même, parfois... en fait, ce montage-là, il est utilisé par celles et ceux qui bénéficient de Pôle emploi et qui ont besoin de sortir une source de revenus pour compléter leurs allocations Pôle emploi de l'entreprise, parce que leurs allocations Pôle emploi ne leur permettent pas de vivre. Donc, ils ont besoin d'avoir une source de revenus légale, et donc ils vont compléter. Mais on parle de 200, 300 € maximum par mois. Voilà, ce sont vraiment ces personnes-là qui ont besoin de ces 200 ou 300 € pour vivre, parce qu'ils n'ont pas d'autres sources de revenus, ils n'ont pas de capital derrière chez eux pour pouvoir justement l'utiliser. À défaut, franchement, aucun intérêt de le faire. Ouais, idée foireuse. Ok, donc là on a fait le tour de la CFE. Bon, la CVE, il n'y a pas grand-chose à en dire. De toute façon, tu gagnes de l'argent en France, malheureusement, on te défonce. Tu payes et tu te tais, schématiquement. Il y a zéro optimisation possible. C'est des barèmes, c'est bien ça? Tout à fait. Ce sont juste des barèmes. Maintenant, pour parler de l'IS. Donc, comment on a parlé de l'IS, c'est que vous avez parlé justement de la tranche à taux réduit, plus après la tranche à 25%. Il y avait avant au-delà de 500 000 de bénéfices, 33%. Juste pour refaire un point là-dessus, ça n'existe plus? Non, ça n'existe plus, puisqu'effectivement, la tranche à 33% qui avait été supprimée donc par François Hollande, puisque c'est lui qui a rebaissé effectivement de 33 à 25%, et il avait diminué l'impôt sur les sociétés, il l'avait fait de manière progressive en mettant des tranches, et depuis, maintenant, toutes ces tranches n'existent plus. On est à 25% pour toutes les entreprises à ce jour. À ce jour, oui. Attention, parce qu'on risque d'avoir une petite surprise au 1er janvier, ce n'est pas impossible. Au jour où on tourne l'épisode, et on tourne cet épisode fin 2025. Donc, toujours à prendre avec des pincettes. L'administration fiscale étant en train de chercher de l'argent un peu partout. On n'est pas à l'abri que les infos qu'on donne bougent un petit peu. Légèrement, ouais. Servicepublic.fr et vous trouverez toutes les infos nécessaires. Comment, sur l'IS, donc tu as dit, il y a effectivement toute la partie des revenus. Ensuite, on va en déduire tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de l'entreprise. Ce qui m'amène à la question des charges déductibles, en tout cas des dépenses qui sont déductibles. Qu'est-ce qu'on peut faire passer dans les dépenses de société pour que ça ne puisse pas être remis en question? Qu'est-ce qui passe en fait pour un marchand? Qu'est-ce qui passe? Bien, la règle fiscale, elle est très simple. C'est qu'on a le droit de déduire tout ce qui est engagé dans l'intérêt de l'activité. Ça veut dire que demain, je fais un resto, je le fais avec ma compagne, je l'ai absolument pas justifié, on sait que j'ai gougé, je peux me faire taper. Je fais le même resto avec un partenaire, avec un prestataire, un fournisseur, un agent IMO qui va peut-être me placer sur une affaire. Et bien là, on est dans le cadre de l'intérêt de l'activité et c'est une charge déductible. Donc en fait, il n'y a pas de réponse universelle ici non plus. Il faut simplement avoir une justification à ce qu'on fait passer. Demain, je change mon téléphone, je peux le faire passer sur la boîte parce que j'utilise ce téléphone pour mes besoins professionnels, avec éventuellement la ligne professionnelle dédiée. Un ordinateur, c'est pareil. Je pense que je ne connais pas un marchand de biens qui pourrait travailler sans ordinateur, tout papier, sans téléphone. Et ça, c'est pareil pour l'ensemble des dépenses. Donc on va avoir des choses qui peuvent être assez larges. On a du téléphone, on a de l'internet, on a tout ce qui est matériel, on a les fournitures administratives, une imprimante, du papier, des stylos, tout ce qui est utilisé pour faire l'activité. Tout ce qui est dépenses de déplacement, type train, hôtel, resto. Alors resto, tu en as touché 2 mots, ces dépenses-là. Là encore, comme l'a souligné Maxime, dès lors que c'est dans l'intérêt de la société, tout peut passer. Donc c'est ce qu'on aime à dire, effectivement, vous pouvez être créatif pour essayer justement de trouver des dépenses qui sont dans l'intérêt de la société, ou en tout cas c'est toujours avoir la bonne histoire à raconter si vous avez engagé une dépense. Donc bien sûr, le train, l'hôtel, etc., tout ça peut passer en charge déductible, dès lors effectivement que vous êtes en mesure d'expliquer pourquoi vous avez engagé cette dépense, parce qu'il y avait une opération à aller visiter à tel endroit, etc. Si en revanche vous faites passer un billet de train pour aller à la Martinique, pour faire effectivement les vacances avec vos enfants, pour la Martinique, le train, compliqué. L'avion effectivement. Avec l'Eurostar. L'Eurostar. Donc non, avec l'avion effectivement pour aller en Martinique, il faudrait vraiment arriver à prouver que la Martinique était un territoire de prédilection pour vous en qualité de marchand de biens pour essayer de développer une activité. Ça peut être le cas. On a des clients qui vont faire des opérations effectivement de marchand de biens dans les dom-toms. Donc ça peut se faire, mais
Là, ils ont vraiment un réseau, ils ont vraiment des visites qui ont été effectuées, donc il faut arriver vraiment à démontrer tout ça. Donc il ne faut pas s'amuser à faire passer tout et n'importe quoi si on n'a pas l'histoire à raconter qui va avec et pouvoir justement démontrer que les dépenses ont été engagées effectivement dans l'intérêt. Et on a toujours effectivement la vraie question, et je pense que tu vas y venir, sur les véhicules, parce que tout le monde effectivement essaie de se poser la question, ça tracasse tous les créateurs d'entreprises. D'ailleurs, ils sont focalisés plus sur ça que sur le choix de la forme juridique. Entre les CRL ou SAS, c'est plus savoir est-ce que je peux acheter un véhicule dans ma société ou est-ce que je dois faire des indemnités kilométriques. Alors viens, puisque tu l'as abordé, allez, mettons-le sur la table et traitons-le. Et là encore, toujours pareil, en fait on a des réponses d'experts comptables, on va dire. On pourrait dire qu'il n'y a pas de réponse universelle parce que ça va être là aussi du cas par cas. Je rappelle qu'on est aussi là dans une vidéo qu'on est en train de tourner ensemble, donc on est obligé de respecter un certain nombre de cadres, de rappeler la règle fiscale. Bien sûr, on est là aussi pour essayer d'accompagner et de creuser en fonction du cas de chacun, donc on vous incite fortement à nous appeler, à nous exposer vos cas pour qu'on puisse vous donner une réponse qui soit beaucoup plus tranchée sur votre situation personnelle. Là, actuellement, on est obligé de donner un cadre général, donc qui est forcément, on a l'impression de se retrouver un petit peu moins ou d'avoir pas forcément les billes pour pouvoir se dire, ok, j'ai compris que moi je devais faire ça ou que je devais faire ci. Voilà. Donc chaque situation est différente et on est en mesure de pouvoir vraiment vous aiguiller de manière très formelle lorsque l'on a effectivement la situation de chacun. Mais pour faire simple, si on achète un véhicule utilitaire, donc un véhicule qui a 2 places, ou une voiture commerciale, c'est-à-dire qui n'a pas les sièges à l'arrière, là il n'y a pas de débat, on l'achète dans la société. Si en revanche on achète un véhicule 5 places, donc une voiture particulière, l'administration fiscale se dit mais attendez, pourquoi avoir 5 places alors que vous êtes marchand de biens et que vous vous déplacez seul? C'est-à-dire qu'on considère que ça devient un véhicule de famille. Donc si c'est un véhicule de famille, si on l'achète en société, ils vont vouloir rajouter un avantage en nature. Un avantage en nature qui va coûter 15% de la valeur TTC du véhicule. Donc ça peut coûter cher. Et en plus, ça va dépendre également de la consommation de CO2 du véhicule, parce que plus le véhicule est polluant, plus il va falloir payer. Donc là aussi, on a des tranches. Donc un véhicule, si vous achetez une Ferrari ou une Porsche sur une société de marchand, vous oubliez tout de suite, parce qu'on va devoir payer une taxe sur les véhicules de société qui va être proportionnelle à sa consommation de CO2. Donc là, ça va être effectivement très compliqué. Donc pour faire simple, si on veut acheter un véhicule 5 places, il faut éviter les voitures à fort consommation de CO2, donc les voitures puissantes, et il faut essayer de privilégier plutôt les véhicules qui sont de type hybride, voire électrique. On évite les véhicules thermiques, gasoil ou essence. Donc si on est sur un hybride ou sur une électrique, là dans ce cas-là on peut retrouver effectivement un intérêt fiscal, mais c'est sûr que acheter un véhicule à titre perso et facturer des indemnités kilométriques lorsque l'on est sur une voiture de type thermique, là ça peut avoir beaucoup d'intérêt parce que le barème fiscal au niveau des indemnités kilométriques va être très favorable au particulier qui va mettre à disposition sa voiture. Et donc là derrière on va regarder les kilomètres parcourus, donc si ma zone de chalandise elle est assez large, tous les kilomètres je vais pouvoir les facturer à la société et je vais pouvoir récupérer l'argent. Alors qu'à l'inverse, si j'ai une zone de chalandise qui est très faible et très restreinte parce que je suis intramuros par exemple sur des grandes métropoles, et là je vais plutôt privilégier un achat au sein de la société parce que de toute manière je n'arriverai jamais à justifier de kilomètres significatifs. Donc pour pouvoir réduire la taxe sur les véhicules de société et réduire l'avantage en nature, il faut prendre des voitures qui sont les moins polluantes possibles et les moins chères possibles. Donc on va essayer de se trouver sur une bonne Renault, une bonne Peugeot, quelque chose qui est simple, on va éviter les grosses berlines. Renault quand même. En tout cas, je te parle de marques comme ça, mais une voiture. On n'a pas envie d'aller au garage, pas une Renault. Après, chacun effectivement va retrouver la voiture qui peut le sensibiliser. Mais par exemple, une Tesla va être quelque chose aussi de très intéressant parce qu'on va être sur un véhicule électrique. Et sur un véhicule électrique, il y a une petite particularité, c'est que l'administration fiscale va distinguer 2 choses, la voiture, donc la carcasse, et la batterie. Et il faut savoir que la batterie, c'est un élément à part entière qui fait l'objet d'un amortissement sans plafonnement. Et donc du coup, on peut se retrouver avec des véhicules de type Model 3 ou alors tout type de voitures électriques qui vont être 100% déductibles du coût. C'est valable pour tous les véhicules électriques? Oui, c'est valable pour tous les véhicules électriques dès lors que sur la facture, on a bien la ligne qui correspond à la valeur de la batterie. Ok. Donc plutôt sur du neuf, notamment sur ça. On peut l'avoir, on peut l'avoir également sur des véhicules d'occasion puisqu'on va faire un prorata entre la valeur neuve de la batterie versus son prix neuf de la voiture. Et lorsqu'on va acheter le véhicule en occasion, si on récupère la facture d'origine, on va pouvoir faire le produit en croix pour déterminer la valeur d'occasion de la batterie. Okay. Pour ceux qui sont dans les grandes métropoles et qui veulent acheter un vélo électrique, tu vois, il y a des vélos électriques qui coûtent super cher. Je
peux le passer sur la boîte? On peut le passer sur l'entreprise dès lors aussi qu'on est en mesure de pouvoir justifier qu'on a des déplacements qui sont intramuros et qui se justifient par ça. L'enjeu est quand même beaucoup plus limité que d'acheter une voiture, beaucoup moins de contrôle, voilà, parce que même si on a un très bon vélo électrique, 2, 3, 4 000 euros, on va déjà taper du haut de gamme. Après, ça devient de l'exceptionnel, mais c'est relativement rare. Oui, on peut le faire passer. Donc, il y a moins de risques par rapport à ça. Donc ça, la question du véhicule, alors j'allais dire à l'évacuer, passe pas forcément, parce que les gens vont dire « Ah, mais attends, si je fais une location de longue durée, ou si je fais un crédit bail, c'est pas pareil, je vais pas payer de taxes sur les véhicules de loisirs. » Non, ça c'est le discours effectivement des vendeurs de véhicules qui vont essayer d'inciter à acheter plutôt sur un leasing ou sur une location longue durée, donc LOA ou LDD, crédit bail ou location longue durée, parce que pour eux, ils vont avoir une rémunération plus importante, parce que forcément, il y a la marge du loueur quand vous faites un leasing. Vous payez un loyer tous les mois et dedans, il y a un taux d'intérêt qui est forcément beaucoup plus important que si vous aviez acheté le véhicule. Donc eux, ils vont plutôt inciter à ce que vous fassiez des leasings. Mais en revanche, sur le plan fiscal, c'est exactement le même traitement que si vous la faisiez acheter en direct. C'est-à-dire si vous faisiez un achat avec un emprunt ou un achat sur fonds propres, vous allez avoir un amortissement du véhicule sur une durée de 5 ans qui correspond peu ou prou finalement au leasing que vous allez passer en charge. Mais ce leasing sera de toute manière plafonné par rapport à la valeur d'acquisition du bien et la consommation de CO2 du véhicule. On va avoir exactement le même régime qui va s'appliquer. C'est en termes de trésor, par contre, que ça peut être plus intéressant, parce que c'est pas toute la trésorerie. Un mode de financement. C'est exactement la même chose. Sauf que ce mode de financement va coûter plus cher. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à plutôt privilégier cet achat-là en direct. Mais ça, c'était vrai avant l'apparition des véhicules électriques. Puisque maintenant, les véhicules électriques, avec les batteries, c'était quand même assez récent. On ne savait pas trop si les véhicules avaient vraiment une seconde main, un second marché qui existait véritablement sur les véhicules. Donc, on avait plutôt tendance à vouloir changer régulièrement de voiture. Et effectivement, la location longue durée présente l'avantage de se dire je le prends pendant 2 ou 3 ans et ensuite je vais changer de véhicule et je fais tourner sans avoir à me préoccuper de revendre moi-même le véhicule. Mais si vous regardez, c'est de la perte pure et dure parce que si je dépense un loyer de 500 euros par mois, derrière je vais pas pouvoir l'amortir. Alors qu'ici je vais peut-être payer 1000 ou 1500 euros de crédit, mais à la sortie je vais récupérer le prix de vente de mon véhicule. Et donc in fine, ça m'aura pas coûté 500 euros par mois, ça va peut-être me coûter que 200 ou 300. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'être sur un achat sous réserve que le véhicule ne perde pas trop de valeur rapidement. Sans compter que sur les locations longue durée, si tu ramènes le véhicule avec des rayures, des trucs comme ça, tu te fais complètement démonter. Exactement. Beaucoup de l'assurance, beaucoup de choses effectivement qui s'ajoutent en petites options. Ok. Est-ce que vous avez des cas de figure un peu croustillants de gens qui ont fait passer des dépenses et que l'administration fiscale a voulu remettre en cause et ils ont réussi à démontrer que non, c'était bien pour l'activité de la société? Alors, on a la chance tout de même d'avoir très très peu de contrôles fiscaux au sein du cabinet. Donc ce qu'on va entendre parler, c'est pas vraiment des cas en direct, c'est plutôt de la jurisprudence qu'on a vu passer. C'est plutôt des cas de personnes qui ont vraiment poussé et qui se sont fait taper dessus. Donc non, en général, quand l'administration y va, c'est pas pour rien. Et il faut vraiment des billes derrière. Maintenant, on peut avoir des questionnements sur certains points spécifiques. L'idée, encore une fois, c'est d'avoir l'explication derrière, c'est d'avoir la petite histoire. Je peux avoir quelqu'un qui achète des tickets pour Disneyland. S'il n'a pas d'histoire derrière, il va se faire taper. Si c'est pour inviter quelqu'un qui en fait il est fan de Disney, il avait ses enfants, on a invité tout le monde, du coup il m'a placé sur une OP. On a une histoire. On a une histoire et une explication. Ok. Donc, dans tous les cas, il faut avoir une histoire. C'est ça C'est toujours pareil, il faut toujours avoir cette histoire, on en a parlé. Et moi, j'ai raconté le cas effectivement tout à l'heure de la Martinique. On a eu quand même des clients qui ont eu des contrôles fiscaux par rapport à ça. Il a pu justifier que sur place en Martinique, il avait rencontré effectivement un certain nombre d'acteurs, il avait fait des propositions avec des offres d'achat, il était resté, il avait rencontré des notaires sur place, etc. Donc, il a vraiment fait ce trajet dans un intérêt qui était lié à son activité de marchand de biens. Donc là, ça se justifie pleinement, mais l'administration, elle veut juste comprendre. Donc elle va juste questionner en disant, mais montrez-moi que c'était bien dans l'intérêt. Et ça a été très rapidement balayé et mis de côté. Donc après, on peut retrouver effectivement des gens qui vont faire passer des Rolex. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Une Rolex, c'est un bijou ou n'importe quelle montre. La Rolex, pour le coup, elle peut prendre la valeur, donc tu peux dire, c'est un produit de. Alors, c'est ce que font certains, effectivement. C'est la ligne de défense de certaines personnes qui vont dire, oui, mais j'ai de l'argent, j'ai des excès en trésorerie, je peux le placer en achetant de l'or, je peux le placer en achetant effectivement des comptes à terme ou alors des obligations ou des actions parce que je fais travailler ma trésorerie. C'est la même chose effectivement que sur une Rolex qui est un produit d'investissement. Voilà. Bon, faut éviter d'aller le jour J au contrôle fiscal avec la Rolex à la main parce que dans ce cas-là, c'est un bijou qu'on
qu'on va placer dans un coffre, et c'est un bijou qui doit être de valeur. Une Rolex d'entrée de gamme, c'est pas un bijou qui serait de nature en tout cas à qualifier l'administration fiscale comme un placement long terme. En revanche, il peut y avoir des Rolex qui sont des véritables bijoux. Là, effectivement, ça peut le faire, mais il faudrait avoir une assurance spécifique pour démontrer que c'est un objet de collection, en tout cas un objet de valeur. Le mettre peut-être dans un coffre à la banque et prouver qu'on a effectivement payé cette présence de coffre. Voilà, donc faut l'organiser pour que ça puisse se prouver et se démontrer. Mais on évite aussi d'acheter des costumes, on évite d'aller chez le coiffeur sur le dos de l'entreprise, parce que ça, c'est l'image, ça correspond à des éléments qui sont des éléments personnels, et ça ne passe pas dans les comptes de l'entreprise. Pourtant, on pourrait se dire, et là, même dans le bon sens, se dire, bah voilà, demain, j'ai un tournage à faire avec Oniconta, je veux acheter une belle veste pour me mettre sous mon meilleur jour. Oui. Et j'ai pas de veste en général, et donc c'est pleinement dans l'intérêt de l'entreprise, parce que cette veste, je sais qu'en dehors des tournages ou des représentations... Là, l'administration va dire c'est pleinement dans l'intérêt de cet événement, mais c'est quelque chose que tu peux remettre facilement par la suite. Et donc, si tu le remets à des mariages, ou si tu peux le remettre dans d'autres éléments autres que ce tournage, bah, ils considèrent que ça devient un bien personnel. En revanche, si c'est un bleu de travail, oui, là, il n'y a pas de sujet. Parce que tu n'iras jamais dehors, ou le soir, ou à un événement le week-end, avec ton bleu de travail. Donc, un bleu de travail, il n'y a pas de limitation. Quelque chose de professionnel, voilà. Bah, normalement, c'est pas possible. Je dis bien normalement, parce que là encore, il peut y avoir de la latitude, de l'acceptation, et puis après, quel est le risque ? Si on achète un costume à 500 ou 1000 euros, quel est le risque d'être contrôlé quand on génère 600 ou 700 000 euros de résultats ? Ouais. Voilà, donc il faut éviter d'en acheter 15 dans l'année. Si on en fait passer un, bah, il faut savoir que si demain on se fait attraper par l'administration fiscale et qu'il y a un contrôle, bah, on peut être sujet effectivement à une requalification de cette dépense en considérant que c'était une dépense somptuaire. Ou l'administration, ça se trouve, ne va même pas se formaliser sur ça parce que c'est tellement non significatif comme montant au regard de ce qu'elle est venue chercher qu'elle ne va même pas s'y attarder. Donc voilà, là encore, la discussion avec l'expert comptable peut être très appropriée pour pouvoir dire et identifier quel est le caractère significatif de la dépense. Après, on a quand même des contrôleurs qui viennent chercher la petite bête, parce que je connais un marchand qui a eu un contrôle URSSAF, François, que je salue au passage, et lui, je sais pas si tu connais l'histoire, oui, non, mais ils lui ont dit ah, mais là, vous payez une ligne de téléphone, un truc à 10 balles. Ouais. Vous payez une ligne de téléphone là avec la boîte. Il dit bah oui, je m'en sers tous les jours pour l'entreprise. Puis pour le coup, quand tu es marchand, ton téléphone, tu l'utilises vraiment beaucoup. Ah oui, monsieur, mais vous passez aussi vos appels perso avec. Il dit, mais bon, c'est limité, quoi. 10 balles aujourd'hui, c'est limité, et donc tu passes tous tes appels. Ah oui, mais voilà, vous bénéficiez de trucs personnels avec votre ligne pro. Et donc, pour les calmer, il a dû prendre une ligne séparée de Free à 2 balles. Enfin, quand je dis à 2 balles, c'est vraiment à 2 euros pour le coup par mois, pour dire, voilà, mes appels perso, maintenant, c'est sur cette ligne-là. C'est un peu débile, mais... La notion d'usage personnel, quand on a un truc qui est payé à 100% par la boîte, c'est ce qui est utilisé par l'URSSAF. Par exemple, si mon abonnement est illimité, certes, il coûte pas cher, certes, mais il suffit que je l'utilise un petit peu pour des appels perso, il faudrait que je constate un usage perso. C'est la notion d'avantage en nature de l'URSSAF. C'est valable sur les véhicules parce qu'on connaît bien, mais sur tous les biens. Maintenant, il y a une approche très pragmatique qui est de dire, si demain je me fais contrôler sur ma ligne à 10 balles, même si je me fais requalifier 100% du truc en perso, ok, mais en fait, c'est tellement peu significatif que c'est pas grave. Par rapport à calculer combien d'usages perso versus pro je vais avoir, à faire mes calculs de prorata pour déclarer peut-être 50 balles, voilà, il y a l'aspect temps passé versus, ok, je me fais taper, passe 5 heures à faire ton contrôle et récupère tes 50 balles, quoi, vas-y. Là, il faut savoir, pour qu'on en arrive à un niveau de détail comme ça, c'est extrêmement rare, voire du jamais vu. Okay. L'administration fiscale ou l'URSSAF, pour rentrer sur du 10 balles ou 20 balles par mois, ou même du 50 euros parce que je suis allé manger à un restaurant le dimanche, franchement, pour aller dans ce niveau-là, surtout sur une activité de marchand où en fait on travaille souvent les week-ends parce qu'on va aller rencontrer des biens chez les particuliers, où on fait des visites, on peut être amené à déjeuner au restaurant. On n'a pas l'administration qui vient se formaliser à ça. Pour qu'on en vienne à là, c'est soit il y a eu d'autres éléments derrière qui ont agacé et qui ont conduit à se dire attends, on va rentrer dans un niveau de détail, on va bien t'en faire baver. Ouais, okay. Et là, parce que toi, on va bien te tenir et parce que tu as abusé sur d'autres éléments. Okay. Mais franchement, leur temps est compté. La durée d'un contrôle peut être limitée en fonction de certains seuils, etc. Donc aussi, ils n'ont pas que ça à faire. Ils ont aussi des obligations de résultats. Très souvent, ils doivent arriver à générer, repartir en tout cas avec quelque chose
qui permet de remplir un peu les poches de l'État. Donc venir pour aller chercher 3 francs 6 sous, 100 balles, 200 balles ou même 2000 euros, pour eux, c'est rien. Et ils le feront pas. Franchement, ça sert à rien. Ils vont chercher les gros poissons où tout de suite on va parler de 50, 60 000 euros parce que là, ils savent que leur temps passé, il a été remboursé. Ok, c'est très clair. Et d'ailleurs, si ça vaut le sujet du contrôle fiscal vous passionne, il y a un épisode de Legend qui est super, que je recommande. Où il y a un contrôleur fiscal, un ancien inspecteur des impôts qui vient parler pendant 1h30 de tous ces sujets. Donc, je vous invite à aller écouter cet épisode qui est très très bien. Très intéressant, mais qui prêche beaucoup sur sa paroisse sur certains sujets. Ah bah oui, bien sûr, il vient vendre sa camelote, hein, clairement. Vis-à-vis des experts comptables, il est un peu... Oui, il dit un expert comptable, c'est un expert comptable. C'est un expert comptable, ne lui confiez pas la fiscalité. Passez par un avocat fiscaliste comme moi. Ouais. Voilà, donc il vient vendre sa popote. Mais bon, la confraternité était pas top. On a parlé de l'IS, on a parlé des dépenses déductibles. Bien entendu, juste pour faire un point là-dessus, la rémunération, si je prends un salaire, moi, alors que je sois TNS ou que je sois assimilé salarié, que j'ai une SARL ou une SAS, ma rémunération est une dépense déductible. Bien sûr. Bien sûr. La rémunération elle-même, les charges afférentes représentent un tout, et tout ça est enlevé du résultat. Donc, achat des biens pour un marchand, l'achat des biens, les frais d'acquisition, autrement dit frais de notaire, la rémunération, bien sûr tous les artisans, toutes les assurances, soit dommage ouvrage ou la RC Pro, toutes sortes de choses, tout ça bien sûr est déductible. Tous les frais de fonctionnement. Tous les frais de fonctionnement. Là-dessus, j'espère que c'est clair pour les personnes qui nous écoutent. Et tous les petits impôts aussi, dont on a parlé tout à l'heure, CFE, CVAE, qui sont aussi des dépenses déductibles du résultat. Ouais, ok. On avait prévu de parler de la TVA dans cet épisode aussi, je vous oublie pas, mais en fait on se rend compte qu'on en a déjà presque à une demi-heure de tournage, donc on va abréger ici, et on passera la TVA sur un prochain épisode. Si vous voulez travailler avec Only Compta, pour leur confier la gestion de vos sociétés, que ce soit en marchand de biens ou ailleurs, hein, ou dans d'autres activités, d'ailleurs toute activité confondue, on vous met un lien dans la description de l'épisode avec lequel vous pourrez avoir 10% sur vos frais de gestion sur la première année. Merci messieurs, et on se retrouve sur le prochain épisode. Merci.